Et nous passons donc à la motion de renvoi en commission. J'ai reçu de M. Jean-Luc Mélenchon et des membres du groupe La France Insoumise une motion de renvoi en commission déposée en application de l'article 91, alinéa 6 du règlement. La parole est à Mme Danielle Obono pour une durée maximale de 30 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés, le 14 mars 2018, l'élue municipale afro-brésilienne Marielle Franco était assassinée en compagnie de son chauffeur, Anderson Pedro Gomes, à Rio de Janeiro. Entre le 14 et le 19 mars, le compte @Marielle Franco est mentionné 2,4 millions de fois sur Twitter par 400 000 utilisateurs dans 54 pays et 34 langues. La mobilisation nationale et internationale qui a permis de maintenir la pression sur les autorités brésiliennes pour que leurs meurtriers soient arrêtés s'est construite en grande partie via les réseaux sociaux. Une pression encore plus forte est désormais nécessaire pour que les commanditaires de ces meurtres, que beaucoup soupçonnent d'être proches du nouveau pouvoir en place, soient appréhendés et jugés, au moment même où les collusions de la justice avec ce même pouvoir viennent d'être révélées par le média en ligne The Intercept dans l'affaire de l'emprisonnement de l'ancien président Lula. Marielle est présentée, Lula libre. En avril dernier, la vidéo de la kandaka soudanaise Ala Salah, scandant liberté et drapée de blanc, devenait virale et obligeait le monde à au moins, ne serait-ce qu'un instant, voir le Soudan à travers le mot dièse Sudan Uprising. Aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux qui tiennent le décompte des violences de l'armée qui tentent d'étouffer la révolution populaire par la répression. En novembre dernier, c'est sur Internet que se lançait le mouvement des Gilets jaunes. Et c'est Internet qui allait, au fil des appels à mobilisation, acte 1, 2, 3, jusqu'à 33 samedi dernier, au fil de la dénonciation des violences policières, allô, place Beauvau, donner corps à la plus grande révolte populaire de l'histoire récente de notre pays. Il y a quelques jours, le mot dièse Free Carola a mobilisé des milliers de personnes à travers l'Europe et au-delà, contre la criminalisation des solidarités que le gouvernement italien, comme bon nombre d'autres gouvernements européens, y compris le vôtre, mène contre les personnes qui risquent leur vie dans la Méditerranée et celles et ceux qui tentent de les sauver en y arrivant parfois. Carola Rackete a sauvé 40 vies. Elle a été arrêtée par la police de Salvini. Mais les actions de collecte de fonds en soutien à la capitaine du Sea-Watch 3, mises en place via Internet, ont atteint le million d'euros en 2 jours. Et cette pression a joué, je le crois, à ce qu'elle soit libérée. Aux États-Unis, le mot dièse Close the Camps permet de suivre la campagne d'élus démocrates tels que Ayanna Pressley, Rashida Tlaib et Alexandria Ocasio-Cortez contre les centres de rétention, qualifiés par cette dernière de véritables camps de concentration. Actuellement, le mot dièse Où est Steve maintient la pression pour que la lumière soit faite sur ce qui est arrivé à ce jeune homme disparu après une intervention de police à Nantes lors de la fête de la musique. Comme il y a quelques années pour les révolutions qui ont déferlé sur des places aux 4 coins du monde, des Occupy du Square Taksim à Occupy Gezi, à Wall Street en passant par la place Tahrir. Comme les mobilisations contre les violences policières lancées aux États-Unis après le meurtre en 2012 du jeune Trayvon Martin autour du mot dièse Black Lives Matter, tweeté plus de 30 millions de fois depuis sa création. Ou en France, avec le mot dièse Justice pour Adama, qui relaie le combat pour la justice de la famille et des soutiens du jeune Adama Traoré, mort en 2016 suite à une interpellation policière. Comme aussi les campagnes de dénonciation de la culture du viol et des violences sexuelles et sexistes. Le MeToo lancé aux États-Unis, Dafadoy, ça suffit plus jamais au Sénégal, en France avec Balance ton port, ou Pet Tachnek, qui a publié pendant presque 7 ans sur un Tumblr les témoignages de harcèlement dans l'espace public pour donner à voir la violente banalité de la parole et des actes sexistes en public. Merci Anaïs pour tout le travail accompli. Team Bagarre. Ces mouvements ne sont pas apparus spontanément par la grâce des médias sociaux, mais parce que des personnes se sont saisies des outils de l'Internet pour s'organiser et se mobiliser d'une manière qui n'était pas possible par les méthodes traditionnelles. Nous utilisons Facebook pour organiser les protestations, Twitter pour les coordonner et YouTube pour dire au monde. Ainsi a expliqué en mars 2011 l'activiste Fawaz Rached à propos de la révolution égyptienne. Pourquoi je vous parle de tout cela ? Quel rapport cela a-t-il avec la proposition de loi présentée aujourd'hui devant notre Assemblée ? Il ne s'agit pas dans ces exemples, a priori, de la propagation d'un discours de haine. En tout cas, de mon point de vue, c'est même le contraire.
C'est l'expression d'indignation, de colère, de révolte, de solidarité, la libération de la parole opprimée et réprimée, l'aspiration à l'émancipation. Or, avec cette proposition de loi, tout cela pourrait désormais être censuré. Non seulement ce texte met en danger les libertés fondamentales, mais il passe à côté de ce qu'il ambitionne vouloir traiter. Les comportements discriminants, délictueux, qui sont aujourd'hui monnaie courante sur Internet, comme ils le sont en dehors de la toile. Internet est un espace-temps hors norme. D'après l'Union internationale des télécommunications, le nombre d'internautes, c'est-à-dire de personnes de plus de 2 ans s'étant connectées durant les 30 derniers jours, était d'environ 3,9 milliards fin 2016, 47% de la population mondiale, et de 4,2 milliards, 55% de la population mondiale, en juin 2018. 50,1% de ces internautes se trouvent en Asie, 16,4% en Europe, 11,2% en Afrique, 10,1% en Amérique latine et dans l'espace caraïbe, 7,5% en Amérique du Nord, 4% au Moyen-Orient et 0,7% en Australie et Océanie. C'est une expérience inédite de l'histoire de l'humanité, une sorte de tour de Babel numérique, bien réel, matériel aussi, où se retrouve le meilleur comme le pire de la société. C'est notamment aujourd'hui un espace de premier rang qui permet à des personnes n'ayant pas accès aux médias traditionnels de s'organiser massivement, indépendamment, d'alerter, de donner à voir ce qui sinon serait invisibilisé, de se rencontrer, d'échanger, de créer des modes alternatifs de faire société. De même, Internet rebat les cartes médiatiques permettant à des médias indépendants de démultiplier leur public. De ce point de vue, c'est un outil de changement politique et de réappropriation démocratique. Ce qui caractérise Internet plus que tout autre espace est sa dimension relationnelle. Le chercheur Boris Baud le dit ainsi parfaitement. Internet est surtout un lieu de synchronisation, à savoir un espace qui rend possible une action en commun, l'interaction. Parce que c'est ce qui le définit, il est l'espace permettant le mieux la mise en réseau. Il permet d'agir ensemble en modifiant fondamentalement les limites antérieures d'espace et de temps. Il n'y a potentiellement que des centres, il n'y a que des périphéries. Sa capitale a été tour à tour la place Tahrir, la favela de Sao Paulo, Ferguson aux États-Unis, la Méditerranée, des ronds-points aux 4 coins de la France, Beaumont-sur-Oise, Khartoum, Hong Kong. Les limites d'Internet sont aussi inconnues. Nous en connaissons uniquement les conditions qui sont l'écosystème et les personnes mises en relation. Internet a de fait une existence physique à travers les réseaux et les ordinateurs et les portables à partir desquels nous y avons accès. Mais il y a une possibilité infinie de sites Internet, de pseudonymes, de réseaux, de mise en relation simultanée. Pour toutes ces raisons, Internet est aussi, pour les personnes réprimées, minorisées et marginalisées, qui y ont accès, un espace de libération, où trouver et échanger avec d'autres vivant les mêmes situations, où s'auto-organiser pour faire valoir leurs droits, où produire et financer des contenus informatifs et créatifs, alors qu'elles sont si souvent exclues des espaces traditionnels d'information et de création. L'enjeu de la protection de la liberté d'expression sur Internet n'est donc pas anodin, notamment pour les personnes victimes de discrimination que ce texte vise à protéger, mais aussi pour la liberté d'expression qui est la liberté à l'aune de laquelle se jauge et se conquiert la démocratie. Protéger la liberté d'expression sur Internet revient à protéger un espace qui, pour être particulier, est en continuité avec l'espace comme on le conçoit traditionnellement. Ce qui se commence sur Internet se développe dans la rue, permet des actions concrètes. L'argent récolté sert la défense matérielle des personnes injustement emprisonnées. Les actions sur les ronds-points, les sit-ins, prennent de l'ampleur parce que les diffusées sur les réseaux. Le meilleur, oui, de mon point de vue, comme le pire. Internet est un espace-temps qui est également structuré par des pouvoirs, des hiérarchies, des idéologies, des rapports de force, de domination et de résistance, comme dans le reste de la société. Un gouvernement ou sa majorité, voulant contrôler l'expression sur Internet, ne peut donc être accueilli qu'avec vigilance. Vigilance d'autant plus grande à votre égard que votre gouvernement et votre majorité, Madame la rapporteure, s'est distingué au cours des 2 dernières années par une propension appuyée à, d'une part, la privatisation à tout va et le saccage des biens communs au profit des puissants et puissantes et au détriment de l'intérêt général, et d'autre part, à des formes d'autoritarisme et à la remise en cause des droits démocratiques et des libertés civiles. La Convention européenne des droits humains, en son article 10, et l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 protègent la liberté d'opinion et d'expression qui en découle.
La Cour européenne des droits humains exige en outre une prévisibilité, une proportionnalité des blocages et une protection renforcée de la parole à visée politique ou militante. Or, le texte que vous nous proposez d'adopter ne prévoit pas les garanties nécessaires. Les plateformes visées sont bien trop larges. La quadrature du cercle le souligne. Les exigences de retrait de contenu en 24 heures font peser une obligation disproportionnée aux plateformes à visée non commerciale, mais ayant beaucoup de personnes venant les consulter. C'est le cas, par exemple, de Wikipédia, qui n'a pas les moyens de Facebook. Ce défaut du texte initial est renforcé par le texte adopté en commission, à la suite d'amendements de la rapporteure qui élargissent encore le champ des sites concernés aux sites de référencement de contenu proposés ou mis en ligne par des tiers. Il étend également le périmètre des plateformes concernées puisque, à la place du seuil prévu du nombre de connexions, la rapporteure propose uniquement un seuil d'activité. Deuxièmement, par amendement, ont été élargis également les motifs de blocage par les plateformes. Ce sont donc maintenant des opérateurs privés qui devront déterminer, sous peine de sanctions pécuniaires, l'apologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes de réduction en esclavage ou d'exploitation d'une personne réduite en esclavage, des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi, des crimes d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique, d'agression sexuelle, de vol aggravé, d'extorsion ou de destruction, dégradation ou détérioration volontaire dangereuse pour les personnes ou encore ceux qui relèvent du proxénétisme. L'expérience allemande de la loi NetzDG montre que le risque de sanctions pousse les plateformes à surbloquer du contenu au-delà de ce qui est interdit par le droit pour être sûr de ne pas avoir d'amende. C'est donc une incitation à un retrait large des contenus sur Internet. En multipliant les motifs, vous multipliez également les possibilités de censure par une plateforme privée. Troisièmement, vous déléguez à des plateformes privées dont le pouvoir économique est comparable au PIB d'un État le rôle du contrôle de la parole publique, rôle attribué normalement au pouvoir judiciaire. Or, le judiciaire et les entreprises privées ne défendent pas des intérêts similaires. Les unes visent l'application de la loi générale, les autres la maximation de leurs profits. C'est donc demain des plateformes qui devront décider de ce qui est manifestement illicite sur des sujets qui sont déjà délicats à trancher pour des juridictions, et cela en moins de 24 heures. C'est un pouvoir considérable que vous privatisez. Tout cela alors que Mark Zuckerberg annonçait à Berlin lundi dernier la volonté de créer une cour suprême des plateformes afin de juger en seconde instance les cas de blocage les plus litigieux. Vous comptez déléguer aux géants du numérique, aux GAFA, qui, du fait de leur pouvoir économique et de leur emprise sur nos informations et nos données personnelles, ressemblent de plus en plus à des États, le rôle de juridiction en matière de liberté d'expression sur Internet. Ce n'est de nouveau que votre logique libérale sous couvert de lutte contre les propos discriminants. Enfin, peut-être l'ignorez-vous, les personnes modérant les contenus sur Facebook, par exemple, sont déjà dans des situations graves de maltraitance au travail. Elles sont soumises à longueur de journée à des vidéos violentes, à des propos discriminants et souffrent toutes à moyen terme de syndrome post-traumatique. Elles sont employées en sous-traitance et largement sous-payées, notamment en comparaison des salaires versés aux employés des GAFA. Rien dans votre texte ne prend en compte cette réalité. Votre proposition de loi s'appliquera donc sur le dos des personnes précaires, sans régler la question des discriminations sur Internet. Ce texte incite à surbloquer les contenus sans garantie substantielle contre cela. Le risque d'une dynamique de censure est donc élevé. Il externalise notamment aux GAFA le pouvoir de juger en première instance des limites de la liberté d'expression sur de très larges sujets. Or, il est possible de protéger les victimes tout en garantissant la liberté d'expression. Mais cela aurait exigé de limiter le pouvoir des GAFA, non de l'étendre comme vous le faites. Nous proposions de favoriser l'idée des espaces choisis sur Internet, qui permettent à la fois de protéger les personnes et la liberté d'expression en ligne. Cela est techniquement possible en mettant en place l'interopérabilité, qui permettrait aux personnes de choisir les réseaux sociaux selon les modalités de modération qui leur conviennent, sans perdre pour autant leur contact. Cela améliorerait la modération des contenus, puisque les réseaux seraient plus petits et rendrait également possible de cibler les cas où une intervention est réellement nécessaire. Cet amendement a été jugé irrecevable, car sans lien direct ou indirect avec le texte. Vous avez ainsi reconnu implicitement que votre texte n'a pas pour but de protéger les victimes d'attaques de la violence qu'elles subissent sur Internet. En réalité, cette loi risque d'être une nouvelle dispersion. Le secrétaire d'État au numérique, Cédrico, l'a reconnu lors de son audition en commission. Il y a un déficit de formation des forces de police sur ces questions, déficit qui entame l'effectivité de la réponse pénale lorsqu'elle est nécessaire. Il y a aussi un problème de réponse judiciaire lorsque les propos haineux font courir un risque physique aux personnes visées parce qu'elles exposent des données sensibles ou parce qu'elles banalisent l'attaque dont elles pourraient être victimes. En effet,
Cette réponse arrive souvent tardivement. Je suis moi-même depuis 2 ans la cible régulière d'attaques sexistes et racistes particulièrement virulentes sur Internet. Je m'épargnerai le déplaisir de vous égrener, comme j'ai pu le faire il y a 1 an dans un reportage télévisé, sans que cela interpelle grand monde dans cette assemblée, la liste non exhaustive du type de messages que je reçois parfois quasi quotidiennement. Je sais que d'autres collègues, notamment Madame la rapporteure et d'autres membres de cette assemblée qui ont la particularité d'avoir une couleur de peau ou une appartenance réelle ou supposée différente, sont aussi régulièrement victimes de ce type de contenu. À cette violence et à cette indignité qui touche également les personnes en charge de la modération, et je voudrais remercier particulièrement Christophe, mon inébranlable bouclier numérique. À cela, j'ai décidé de répondre et de ne rien laisser passer, comme vous le disiez, Madame la rapporteure, sur les réseaux. J'ai donc porté plainte contre les propos racistes d'un site internet particulièrement infect. L'article a été posté le 11 juin 2018. Le signalement à mon avocat fait le même jour. Le constat par un huissier 3 jours plus tard et la plainte déposée le 4 septembre. Depuis le 6 novembre, l'instruction est en cours. Cela fait donc 9 mois. Les frais d'avocat pour ce type de dossier s'élèvent entre 1 500 et 5 000 euros. C'est un coût particulièrement élevé pour la plupart des personnes qui sont victimes. Le temps de la procédure est très long. La justice a souvent du mal à retrouver les personnes concernées. Cela n'a rien à voir, par ailleurs, avec le prétendu fantasmo anonymat d'Internet, car dans la majorité des cas, l'adresse IP suffit à l'identification. Le problème réside dans le manque de moyens humains et numériques mis à disposition de la police et de la justice. Les changements procéduraux induits par l'intégration des infractions dans cette proposition de loi qui sera intégrée dans le code pénal n'aurait vraisemblablement aucun impact positif sur ces difficultés. Au contraire, nombre d'avocats et avocates, par exemple, estiment que la procédure prévue par la loi de 1881 garantit les droits de la défense et la liberté d'expression. Pour terminer, l'impact psychologique pour les personnes harcelées, victimes par exemple de raids organisés, n'est pas du tout pensé. Or, encore une fois, c'est une loi qui devrait s'attacher à la protection des victimes avant tout. Notre amendement sur l'interopérabilité, encore une fois, que plusieurs d'autres députés, d'autres groupes ont également déposé, visait justement à permettre des espaces protégés de ce type. En multipliant les cas où la justice devra se prononcer, vous affaiblissez encore plus la justice et la police. Or, la question des discriminations sur Internet ne se limite pas à leur expression violente. Elles ont, comme dans le reste de la société, hors ligne, une dimension systémique. Elles servent des intérêts, elles sont questions de domination et de pouvoir. Cette proposition de loi s'emploie beaucoup à cacher la haine, peu à lutter contre elle. Les discriminations ne disparaissent pas parce qu'on masque les contenus haineux. L'un des enjeux actuels en la matière est en vérité le contrôle des algorithmes, et notamment les biais discriminants qu'ils produisent ou reproduisent. Voilà un objectif d'encadrement, de responsabilisation des plateformes. Or, c'est à des plateformes qui parfois discriminent que vous demandez de lutter contre des agressions discriminantes. Ces biens ont des conséquences concrètes sur le quotidien. Dans la recherche d'emploi, il a été révélé, par exemple, qu'un système de tri de CV au profit d'entreprises proposé par Amazon pénalisait les CV contenant le mot « femme », soit en les mettant de côté, soit en proposant des salaires plus bas pour elles. Il s'appuyait sur des données des entreprises en termes de recrutement sur 10 ans. De même pour LinkedIn, Indeed et Monster, qui proposeraient plus d'annonces, notamment dans les métiers de l'ingénierie et des mathématiques, aux hommes qu'aux femmes. À cela s'ajoutent les associations négatives liées au lieu de la domiciliation qui peuvent croiser d'autres discriminations liées au racisme, au validisme. Ces biais algorithmiques peuvent également créer des difficultés lorsqu'une personne souhaite contracter un prêt, louer ou acheter un logement et que les entreprises utilisent un système de traitement automatisé de données afin de classifier et hiérarchiser les demandes. Les discriminations sur Internet et la haine qui les produit ou en découle sont donc également produits par les algorithmes de grandes plateformes de mise en réseau ou de recherche et impactent la vie quotidienne des gens qui en sont victimes. Les biais algorithmiques renforcent et perpétuent les discriminations systémiques de la société et sont d'autant plus problématiques qu'ils ont un impact massif. Google, LinkedIn, Amazon font partie du quotidien de la majorité des gens. Nous avons proposé un amendement visant à les réguler. Cet amendement prévoit que les plateformes visées par cette proposition communiquent une fois par an les garanties mises en place afin de prévenir et d'éradiquer les biais algorithmiques. Madame la rapporteure, vous nous avez répondu en commission que cela n'avait rien à voir avec la proposition de loi. Mais alors, de quoi cette proposition de loi traite-t-elle vraiment, si ce n'est de l'impact des discriminations dans leurs aspects verbaux les plus virulents dans nos vies?
Admettez-vous donc qu'il s'agit en réalité d'une externalisation des pouvoirs des juges à des plateformes privées qui jugeront de la bienséance de nos propos? Vous aviez affirmé en commission également, Madame la rapporteure, qu'il y avait déjà des moyens de lutter contre ces billets en droit français. Pourtant, les exemples cités sont actuels. Aujourd'hui encore, rechercher lesbienne sur Google aboutit à des résultats exclusivement de sites pornographiques. Et il en est de même pour jeunes noirs ou pour jeunes asiatiques. Ces mesures ne sont donc pas efficaces. Le droit actuel n'impose aucune sorte de transparence des algorithmes en matière de lutte contre les discriminations. Or, c'est bien la puissance d'Internet que d'examiner, de trouver, de participer à améliorer les données mises à disposition afin de régler des problèmes. Permettre à toute personne de contrôler cet aspect fondamental du réseau permettrait également aux entreprises concernées de voir et de corriger leurs biais inconscients. Car non, nous ne savons pas toujours lorsque ce que nous pensons, lorsque les associations que nous faisons, nos comportements sont sexistes, racistes, homophobes, validistes ou xénophobes. Vous affirmez vouloir lutter contre les propos discriminants violents sur Internet. Pour cela, vous externalisez le travail à des plateformes dont les biais discriminants ont été maintes fois démontrés. Quelle est la logique? Comment leur confier le contrôle des propos discriminants lorsqu'ils sont eux-mêmes coupables d'organiser des discriminations en ligne? Et la différence entre les insultes proférées par un individu et les GAFA, là encore, c'est le pouvoir. Madame la rapporteure, vous nous dites être obsédée par l'efficacité de cette loi. N'êtes-vous pas obsédée par le fait que des personnes ne soient plus discriminées par les plateformes Internet qu'elles utilisent dans leur recherche d'emploi, de logement, d'études, basées sur des critères raciaux, de genre, de classe ou de validisme? En réalité, avec cette proposition de loi, vous dites à celles et ceux qui discriminent de lutter contre les discriminations. Vous confiez aux loups les clés de la bergerie. Or, en matière de lutte contre les discriminations, comme pour tout autre sujet, nous n'avons pas besoin de plus de GAFA dans nos vies, mais de plus de relations non biaisées. Si un homme blanc veut me lyncher, c'est son problème. S'il a le pouvoir de me lyncher, c'est mon problème. Le racisme n'est pas une question d'attitude, c'est une question de pouvoir. Ces propos du militant états-unien Stokely Carmichael, Kwame Touré, membre du Black Panther Party, pourraient s'appliquer à toute forme d'oppression. La lutte contre les discriminations est une lutte d'émancipation, non de concentration des pouvoirs et de lissage de la parole par le capital. La lutte contre les discriminations est une lutte contre un système, ce système, celui dans lequel nous vivons, le système capitaliste, l'ordre politique, économique, social et culturel qui en est à la source, et non pas la liberté qui en est le plus grand soutien et le plus grand horizon. Je vous remercie, Madame Obono. Sur cette motion, je suis saisi par le groupe La République En Marche d'une demande de scrutin public que nous annonçons dans l'enceinte. Mais avant les explications de vote, Monsieur le ministre ou Madame la rapporteure, souhaitez-vous prendre la parole ?